Bonjour chers élèves et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais traiter le problème des piles. Donc voilà un sujet très récurrent, souvent posé dans les baccalauréats. Et on va d'ailleurs faire comme exercice d'application l'examen 2019 rattrapage option PC. Donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment fonctionne une pile, comment connaître les pôles positifs, les pôles négatifs, comment déterminer quel type de réaction se fait au niveau de l'anode, au niveau de la cathode, comment reconnaître l'anode, la cathode, bref, tout ce qui concerne les piles, on va les voir en détail sur cette vidéo-là. Eh bien, vous savez qu'une pile est formée en général par deux demi-piles. Donc, une demi-pile est formée par quoi? Donc, chaque demi-pile, il est constitué par quoi? Par une lame métallique et une solution, ce qu'on appelle un électrolyte. C'est une solution souvent d'ions, de cations de ce métal. Par exemple, une métal en cuivre et en solution, vous allez voir des Cu2+ aqueux. Ensuite, vous avez bien sûr une pile formée par deux demi-piles. Chaque demi-pile, les deux demi-piles sont liées par ce qu'on appelle un pont salin. Un pont salin. C'est quoi le rôle de ce pont? Donc il assure deux rôles. Souvent on vous pose question de cours, c'est quoi le rôle du pont salin? Donc il est là. Donc deux rôles. Un, d'abord de fermer le circuit, parce que sans le pôle salin, vous allez avoir un circuit ouvert, donc il ne pourra jamais y avoir une circulation d'un courant électrique entre les deux électrodes. Donc assurer d'abord la fermeture du circuit. Deuxième rôle, on va le voir dans la suite, assurer l'électroneutralité de la solution. Donc vous allez voir que pendant le fonctionnement de la pile, la concentration des anions ou des cations va changer en solution. La solution doit rester neutre et pour qu'elle reste neutre, il faut qu'il y ait un passage, un déplacement de cations et d'anions entre les deux béchers pour assurer la neutralité de la solution. Bien. Maintenant, une pile, on va parler un peu du fonctionnement d'une pile, des polarités, de sens de circulation des porteurs de charge. D'abord, quelques définitions. Donc l'anode, c'est l'électrode où se passe l'oxydation. Donc anode, toujours lié à oxydation. Pour se rappeler, j'ai écrit AA en rouge. Et l'anode constitue ce qu'on appelle le pôle négatif de la pile. Au contraire, la cathode, c'est là où se passe la réduction et c'est le pôle positif de la pile. Donc une pile, bien sûr, au cours de son fonctionnement, il se produit toujours une réaction chimique entre un couple OX-RED et cette réaction chimique se fait de façon spontanée. Donc, autrement dit, on aura une réduction et une oxydation dans chaque demi-électrode, chaque demi-pile. Bien. Donc l'oxydation, on le matérialise par cette réaction suivante. Donc un métal M1 va donner un métal M2, un cation plus N électrons. Donc c'est une oxydation. Donc un réducteur subit une oxydation. Donc un réducteur, c'est l'espèce chimique qui est capable de céder des électrons. Au contraire, un oxydant, il peut capter un électron et l'oxydant subit une réduction. Vous voyez bien que le degré d'oxydation passe de 2 à 0, il est réduit. Et si le degré d'oxydation passe de 0 à 1, il a augmenté. Bon. Ensuite, la réaction chimique totale, il se fait entre un oxydant du premier couple et un réducteur du deuxième couple. Bien sûr, il faut toujours faire l'égalité des nombres d'électrons entre les deux avant de faire la réaction chimique. Donc on va multiplier celle-là par N2, celle-là par N1 pour arriver à la réaction totale. Donc cet oxydant va réagir avec ce réducteur va réagir avec cet oxydant pour donner cet oxydant plus ce réducteur. Et le schéma qu'on adopte conventionnel pour la pile, c'est l'anode, donc c'est le métal qui est relatif à l'anode, donc l'anode avec un signe moins, OX-RED, et puis la cathode avec cette fois-ci inversée. On inverse, on met OX, on met réducteur oxydant. D'accord? Donc ça c'est le schéma conventionnel de la pile. On va voir un exemple tout à l'heure. Maintenant,
tout problème des piles, on vous donne toujours une information pour comprendre le fonctionnement de la pile étudiée. Et cette information peut être de différentes natures. Soit une information sur le circuit, par exemple, on vous donne soit le sens du courant, donc ça suffit largement pour comprendre comment fonctionne une pile, ou bien le sens des électrons, bon, les deux sont inverses, ou bien on indique quel est le pôle positif, quel est le pôle négatif, autrement dit, quelle est la cathode et quelle est l'anode. Donc si on vous dit telle est la cathode, telle est l'anode, donc on sait dans quel électron on a oxydation, dans quel électron on a réduction, ou bien on vous donne un déplacement des ions dans la solution. Ça peut être une information liée à un réactif. On vous dit, par exemple, le cuivre réagit avec tel ou le zinc réagit avec tel pour donner tel. Soit on vous dit tel métal diminue, ou bien sa masse diminue, ou sa masse augmente. Ou bien on vous dit des ions disparaissent, ou bien la dégradation d'un métal. On vous donne toujours une information pour savoir quel type de réaction a lieu au niveau de chaque électrode. Ça peut être aussi un produit qui est formé, ou bien un dépôt, ou bien une augmentation, ou bien un dégagement d'un gaz. Ça peut être aussi une indication. Et enfin, ça peut être aussi la prévision de l'évolution. On vous donne des valeurs, des concentrations pour calculer le quotient, la constante de réaction, et bien sûr le comparer au quotient de réaction à l'équilibre. Si K est supérieur à KR, l'évolution est dans le sens direct. Si K est inférieur à KR, l'évolution est dans le sens inverse. Bien. Maintenant, un exemple, on vous donne un demi-cuivre, on vous dit il y a deux pots de cuivre. S'il y a deux pots de cuivre, ça veut dire la réaction que vous avez au niveau de cette électrode, c'est Cu2 plus 2 électrons donne Cu solide. Voilà, ça suffit. Donc si on connaît cette réaction, on peut tout comprendre sur le reste. Ça peut être déjà le symbole de la pile, donc ça veut dire ici c'est le Zn qui va donner Zn, voilà l'anode et voilà la cathode. Donc si vous connaissez l'anode, la cathode, vous connaissez le sens de déplacement des électrons et ainsi de suite. Prenons un exemple concret. Supposons que vous avez une pile formée par une électrode de zinc et une électrode de cuivre. C'est l'information qu'on vous donne. Vous avez un dépôt de cuivre sur cette électrode. Donc s'il y a dépôt de cuivre, ça veut dire la réaction que vous avez au niveau de cette électrode, c'est Cu2 plus 2 électrons donne Cu solide. D'accord? Donc le cuivre solide se forme sur réaction. Donc la masse du cuivre va augmenter. Très bien. Donc c'est là où donc, les électrons vont se déplacer. Autrement dit, s'il y a formation de cuivre solide, ça veut dire sur l'autre réaction, c'est le zinc qui va donner Zn2 plus 2 électrons. Donc le cuivre Cu2 va capter les électrons, le zinc va fournir les électrons. Donc le zinc va fournir les électrons, donc voilà le déplacement des électrons. Donc tout de suite le courant il est en sens inverse. Donc le zinc, concentration de zinc ici va augmenter. Ici la concentration de Cu2 va diminuer. Donc vous connaissez le sens de déplacement des électrons. Donc tout de suite ça c'est la borne négative, ça c'est la borne positive. Pour se rappeler, une charge positive attire à une charge négative. Donc les électrons se déplacent dans ce sens. Donc voilà la cathode et voilà l'anode. Et vous voyez bien qu'au niveau de l'anode, vous avez oxydation et au niveau de la cathode, vous avez réduction. Donc voilà, au niveau de la cathode, on a bien une oxydation et au niveau de la cathode, on a bien une réduction. Qu'est-ce qu'il y a encore? On voit ici que la concentration de Zn+ augmente, donc il faut qu'il y ait un apport, soit un déplacement de charge de cation, soit un arrivée d'anion. Et vous voyez ici, c'est les anions NO3- qui arrivent pour neutraliser l'excès de Zn2+. Là, au contraire, la concentration de Cu2+ diminue et vous voyez qu'il y a des cations qui se déplacent pour assurer la neutralité ou bien pour compenser la diminution de la concentration de Cu2+. Et ce déplacement de cations et d'anions, elle assure la fermeture de courant.
Donc le courant dans le circuit extérieur, il est assuré par les électrons. Dans le circuit intérieur, il est assuré par les cations et les anions. Donc cations, déplacement des cations et des anions. Et vous voyez bien que le déplacement des cations, donc voilà, se fait dans ce sens-là, donc, et le déplacement des anions dans le même sens que les électrons. Donc les déplacements des cations, c'est le même sens que le courant électrique dans le circuit. Hop, vous avez le courant électrique, voilà, les charges positives se déplacent dans le sens du courant électrique dans la solution. Donc voilà un peu le principe de fonctionnement de cette pile. Maintenant, on va le voir sous forme d'une animation que j'ai trouvée sur le web. Donc voilà, on va démarrer l'animation. Donc vous voyez bien que ici, les cuivres captent Ci2+ en solution, vont capter les électrons. Il y a un dépôt de cuivre solide, alors que le zinc va donner des Zn2+, plus des électrons. Voilà, il cède des électrons qui vont assurer le déplacement de courant dans le circuit extérieur. Donc là aussi, bien sûr, vous avez une diminution de Ci2+, donc il y a des sodiums qui vont arriver pour assurer l'électroneutralité, alors que là, vous avez une augmentation, une diminution de... Donc ici, une augmentation de cations, donc il va être compensé par les anions qui arrivent. Voilà, alors que ici, vous avez une diminution de cations, et donc il va être compensé par l'arrivée des cations Na+. Donc voilà, donc vous voyez que le courant est assuré par les électrons dans le circuit extérieur, et il est assuré par le déplacement des anions et cations dans le porcelain, et ainsi le circuit il est fermé. Maintenant, pour les formules qu'on a besoin pour résoudre un exercice sur les piles sont très simples. Vous avez deux expressions à retenir. Donc on définit d'abord le Faraday étant le nombre d'Avogadro fois la charge de l'électron. Donc ça vous donne 9,65 10 puissance 4 coulombs mol moins 1. La quantité de matière d'une mole d'électrons. Donc la quantité de matière échangée d'électrons, bien le nombre de moles d'électrons, c'est le nombre total d'électrons divisé par le nombre d'Avogadro. Si vous multipliez le numérateur et le dénominateur par la charge de l'électron, le nombre d'électrons fois la charge de l'électron, ça va nous donner la charge totale qui a été utilisée pendant le fonctionnement de la pile, divisé par le nombre d'Avogadro fois la charge de l'électron, qui est tout simplement un F. Donc, or, vous connaissez une autre formule de l'expression du courant. Le courant, c'est la variation de la charge delta Q sur delta T, ou bien Q, c'est la charge totale, la variation de la charge divisée par delta T, on peut le noter Q sur delta T. Donc, vous avez le nombre de moles d'électrons est égal à I delta T sur F, et I est égal à Q sur delta T. Voilà les deux relations à retenir, pas plus. Vous allez voir tous les exercices, on va utiliser essentiellement ces deux relations. Bien sûr, un point très très important, c'est toujours utiliser un tableau d'avancement, et à partir du tableau d'avancement, faire la liaison entre le nombre d'électrons échangés et le taux d'avancement X. Donc, X, c'est l'avancement. C'est l'avancement qu'on va déterminer à partir du tableau d'avancement. Donc voilà. Pour les piles, donc voilà un petit exemple. Supposons qu'à l'anode se produit l'oxydation suivante. Aluminium donne aluminium 3+, plus 3 électrons. Et à la cathode subit la réduction suivante. Ci2+, plus 2 électrons donne Cu. Donc première chose, c'est faire tout de suite, ne pas oublier de faire l'équilibre entre la demi-équation ici et la demi-équation ici pour que le nombre d'électrons échangés soit le même. Donc je multiplie cette équation par 3, c'est là par 2, et voilà la réaction totale. Donc supposons qu'on a un problème, une pile qui fonctionne avec ces deux couples, avec ces deux demi-équations. Donc le cuivre va donner des électrons, l'aluminium va capter ces électrons, pour arriver à cette solution, à cette équation-là, 3Ci2+, plus 2 aluminium, donc 2L3+, 2, 3Cu. Donc on fait un tableau d'avancement, on vous donne toujours des indications pour déterminer le nombre de moles initial de chaque élément de la réaction.
Bien sûr, à l'instant T1, moins 3x, moins 2x, là, plus 2x, plus 3x, final, x final. Supposons qu'on vous donne, par exemple, on veut déterminer la variation de la masse du cuivre au cours de cette réaction. Donc, pour déterminer la variation de la masse du cuivre, on va déterminer la variation du nombre de moles du cuivre. Donc, c'est le nombre de moles final moins le nombre de moles initial. Donc, ça vous donne 3x final. Donc voilà la variation du nombre de moles du cuivre, c'est 3x. Maintenant, si on connaît par exemple la masse du cuivre déposée, donc le nombre de moles, c'est la variation de la masse divisée par la masse molaire, c'est 3x final. Donc je peux déterminer x final. Et le nombre de moles d'électrons échangés, faites très attention ici, le nombre de moles d'électrons échangés, c'est 6x final. Ça, c'est la donnée très importante. Donc c'est x final, d'accord? Donc 6x, parce qu'on a multiplié ici par 2, par 3. Donc voilà, nombre de moles d'électrons échangés, c'est 6x final. Et vous savez que le nombre de moles d'électrons est égal à I delta T sur le F. F, c'est une constante. Donc soit on vous donne la masse déposée et donc on va déterminer x final. Connaissant x final, on peut déterminer par exemple la durée de fonctionnement. Donc bref, on vous donne toujours, il reste toujours une seule inconnue parmi toutes ces variables-là, qu'il est facile à déterminer. Mais les étapes, c'est d'abord écrire les demi-équations qui se passent au niveau de chaque demi-pile, équilibrer le nombre d'électrons dans chaque demi-équation, écrire l'équation totale, tableau d'avancement, quel est la relation entre le nombre de moles d'électrons échangés et l'avancement x final. Le reste, vous allez voir, c'est pas difficile. Voilà l'exercice d'application, le rattrapage 2019, option PC. Donc là, on décrit juste les deux demi-piles. Donc on réalise une pile de nickel-cadmium. Dans un bécher, vous avez une solution de sulfate de nickel de concentration 10-1 mol par litre. Et une solution aqueuse de sulfate de cadmium, cette fois-ci, de concentration 1 mol par litre. Vous avez le pôle salin, on relie par un électrode et on constate qu'il y a un électron, un courant qui circule de 0,3 ampères. On vous donne un F, on vous donne la masse molaire du nickel, la constante d'équilibre associée à l'équation suivante, associée à l'équilibre, et, il est donné ici, je ne l'ai pas vu, voilà, calculer la valeur de quotient de réaction QR initial à l'état initial du système, en déduire le sens d'évolution spontanée du système. Donc voilà maintenant pour déterminer, j'ai dit tout à l'heure, vous avez toujours une information qui vous permet de déterminer le sens de déplacement des électrons et par conséquent de savoir où se passe l'oxydation, où se passe la réduction, quelle est la cathode, quelle est l'anode. Ici l'indication c'est le quotient de réaction à l'état initial, de le comparer à la constante d'équilibre. Et à partir de là, on va savoir est-ce que cette équation va se faire dans le sens 1 ou bien dans le sens 2. Et une fois qu'on connaît le sens d'évolution spontanée de la réaction, on peut déterminer les différentes équations qui se passent au niveau de chaque électrode. Donc voilà d'ailleurs la suivante, écrire l'équation de réaction à chaque électrode. La pile fonctionne pendant une durée de 5 heures. Calculer la variation de la masse du nickel pendant cet instant delta T. Donc vous voyez, souvent des questions très classiques, très similaires. Donc voilà, calculons le quotient de réaction de cette équation à l'état initial. Donc bien sûr, le solide n'intervient pas, il intervient juste, les ions se forment à queue. Donc la quotient de réaction, ce sera la concentration de cadmium de plus sur la concentration de nickel du plus, qui est égale à 1, donc très inférieur à K. Donc le déplacement, c'est le déplacement 1. Donc là, qui est favorable, qui est spontané. Autrement dit, l'ensemble va évoluer dans le sens direct, sens de formation de nickel solide. Donc ça suffit, vous savez que dans une demi-équation, vous allez avoir Ni de plus 2 électrons donne Ni solide, et sur l'autre, bon je vais écrire, voilà. Donc deuxième question, le schéma conventionnel, puisque la réaction évolue dans le sens 1, donc au niveau de l'électrode de cadmium, ici on aura oxydation, d'accord, parce que, pourquoi? Parce que on a dit
vous avez ici le cadmium solide qui va donner cadmium de plus des électrons. Donc les électrons vont se déplacer dans ce sens-là. C'est cet électrode qui va fournir les électrons. Donc c'est celle-là qui est la borne négative tout de suite et celle-là c'est la borne positive. Voilà. Donc borne positive c'est l'anode et au niveau de l'anode vous avez oxydation, au niveau de la cathode vous avez réduction. Donc on met le schéma équivalent, c'est la borne moins, cadmium de plus. Et ici sur la cathode, on inverse, c'est Ni de plus, Ni solide. Voilà, donc écrire l'équation de la réaction, chaque électrode, bon, on a déjà anticipé. Ici le cadmium, on a dit, puisqu'il... qu'est-ce qu'on a dit pardon, ici vous avez le nickel qui se forme solide. Donc vous avez Ne+, plus 2 électrons va donner Ni solide, alors que ici c'est le cadmium solide qui va dissocier qui va donner cadmium de plus à que plus 2 électrons. Donc vous avez dépôt de nickel et là que l'oxydation du cadmium, donc la masse du cadmium va diminuer et la masse de nickel va augmenter. Et bien sûr le pont salin pour assurer la neutralité de la solution. Bien, maintenant calculer la variation de la masse pendant 5 heures. Bon, tableau d'avancement. Ici, concentration nickel de Na de plus, concentration initiale de Na solide. Et ensuite, moins X. Ici, plus X. Nombre de moles d'électrons échangés, c'est 2X. Donc, on sait que I égale à delta Q sur delta T. Nombre de moles d'électrons fois le farad divisé par delta T. Donc, nombre de moles d'électrons I delta T sur le farad. D'après le tableau d'avancement, c'est 2X. Voilà. Donc, la variation du nombre de moles de nickel, c'est nombre de moles final moins nombre de moles initial. Donc, c'est exactement égal à X. Or, delta N, la variation du nombre de moles de nickel, c'est la variation de la masse divisée par la masse molaire. Et ceci est égal à X. Donc, delta M est égal à X fois la masse molaire. X, c'est I delta T sur 2F fois la masse molaire. Vous avez tout. On vous donne la masse molaire, on vous donne le courant, on vous donne la durée 5 heures, qu'il faut transformer bien sûr en secondes. 5 heures. Ne pas oublier de multiplier par le seconde, 3600, parce que l'ampère, c'est charge par unité de temps, coulomb par seconde. Et vous allez voir que la variation de la masse va être de l'ordre de 1,64 grammes. Donc voilà ce qui est très important sur le pile. Comme je disais, c'est toujours l'information qui est donnée dans l'énoncé. Et cette information vous permet de tout savoir. Ici par exemple, on vous donne de calculer le quotient de réaction. À partir du quotient de réaction, on peut savoir quel est le sens où va évoluer l'équation. Et une fois qu'on connaît le sens, on peut déterminer où se passe la réduction, où se passe l'oxydation, schéma conventionnel de la pile, et à partir toujours d'un tableau d'avancement très important, chercher la variation du nombre de moles d'électrons en fonction de X, et bien sûr vous avez cette relation là, le nombre de moles de réaction, le nombre de moles d'électrons, c'est I delta T sur F. Si on le connaît en fonction de X, le reste toujours ce sont des questions qui se ressemblent. Donc voilà pour cette vidéo sur les piles. À bientôt pour la suite. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, et bonne continuation, bon courage et à très bientôt.